En 1952, à peine 7 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Japon ont signé un accord aérien qui allait discrètement remodeler le transport aérien mondial pour les 6 décennies suivantes. En vertu de cet accord, les compagnies américaines ont obtenu des droits extraordinaires pour transiter par Tokyo et poursuivre vers d'autres villes asiatiques. Northwest Airlines fut l'un des plus grands bénéficiaires. L'autre fut Pan Am. Il ne s'agissait pas de simples droits de route ordinaires. C'étaient des droits de 5e liberté, permettant à une compagnie aérienne américaine de transporter des passagers entre 2 pays étrangers dans le cadre d'un service débutant sur son marché domestique. À une époque où les avions ne pouvaient pas voler sans escale de Détroit à Manille, c'était extraordinaire. Tokyo devint le pont. Les compagnies aériennes américaines utilisèrent le Japon comme porte d'entrée vers toute l'Asie et elles l'utilisèrent pendant des décennies. Durant la majeure partie du XXe siècle, cet arrangement avait parfaitement du sens. La géographie, la technologie et la politique convergeaient toutes pour faire de Tokyo le point de correspondance évident. Puis le monde a changé. Fin 2008, Delta Airlines a finalisé sa fusion avec Northwest Airlines, héritant de l'un des réseaux États-Unis-Asie les plus puissants jamais construits. À son apogée en 2011, Delta exploitait des vols depuis Tokyo-Narita vers 22 destinations à travers l'Asie et les États-Unis. Au 29 mars 2020, chacun de ces vols de correspondance avait disparu. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Delta n'a pas rétréci parce que Tokyo serait devenue plus petite. Tokyo demeure l'un des marchés d'affaires les plus importants de la planète. Delta y vole toujours chaque jour depuis Atlanta, Détroit, Seattle, Los Angeles, Honolulu et Portland. Pourtant, le hub lui-même, l'empire de correspondance que Northwest avait bâti en un demi-siècle, fut entièrement démantelé. 22 routes se sont effondrées jusqu'à 0 vol de correspondance au sein de l'Asie. Une base de personnel navigant qui employait environ 60 membres d'équipage de cabines japonais réguliers et 95 sous contrat fut entièrement fermée. Alors, comment une compagnie aérienne peut-elle abandonner un hub qui a mis 70 ans à se construire ? Pour comprendre pourquoi Delta a abandonné Tokyo, il faut comprendre pourquoi elle disposait de Tokyo au départ. Delta n'a pas créé la plateforme de correspondance de Tokyo. Elle en a hérité, avec la question de savoir si elle avait encore du sens. Avant la fusion de 2008, l'identité de Delta était fortement orientée vers l'Atlantique. Sa force résidait dans l'Europe, l'Amérique latine et son immense colonne vertébrale intérieure passant par Atlanta. Le Pacifique était en grande partie le territoire de Northwest. Northwest avait bâti quelque chose d'extraordinaire à Narita. Northwest utilisait Tokyo pour atteindre plusieurs villes asiatiques. Les passagers en provenance de Détroit, Minneapolis et d'autres plateformes de Northwest traversèrent le Pacifique jusqu'à Tokyo, puis poursuivaient leur correspondance à travers l'Asie. Delta a tout absorbé du jour au lendemain. Les liaisons asiatiques, les avions transpacifiques, les droits sur Tokyo, les installations du terminal de Narita, la base de personnel navigant commercial, les relations, l'empreinte de maintenance. Elle a aussi absorbé la question stratégique enfouie au cœur de toute cette infrastructure. Cette plateforme avait-elle de la valeur en raison de son histoire ou parce qu'elle correspondait encore à l'avenir ? Pendant des décennies, Northwest avait répondu à cette question avec assurance. Les droits de 5e liberté de 1952 figuraient parmi les actifs les plus précieux de l'aviation commerciale. Le Japon était l'économie la plus riche d'Asie, l'allié des États-Unis le plus stratégiquement important de la région et géographiquement positionné comme un pont parfait entre l'Amérique du Nord et le reste du continent. Mais à la fin des années 2000, 3 mutations structurelles érodaient déjà ses fondations. Delta a hérité de Tokyo au moment précis où Tokyo devenait obsolète. Le premier problème était d'ordre technologique. Lorsque Northwest a construit sa plaque tournante de Tokyo, le rayon d'action des avions constituait une véritable limitation. Le Boeing 747 pouvait traverser le Pacifique, mais atteindre sans escale des marchés asiatiques plus lointaines depuis les hubs américains était soit impossible, soit commercialement marginal. Tokyo a résolu ce problème en servant de point de ravitaillement et de regroupement. Puis les avions se sont améliorés. Le Boeing 747-400 a considérablement allongé le rayon d'action. Le 777 a rendu le service sans escale des hubs américains vers les destinations asiatiques régulièrement viable. Sont ensuite arrivés l'Airbus A330, puis l'A350 et le Boeing 787 Dreamliner.
Soudain, les compagnies aériennes américaines pouvaient voler directement depuis leur hub domestique vers Séoul, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Taipei, Manille. Une fois le vol sans escale devenu possible, la préférence des passagers a basculé de manière décisive. Les voyageurs d'affaires préfèrent universellement les vols directs aux itinéraires avec correspondance. Plus les avions s'amélioraient, moins Narita devenait utile. Le deuxième problème, c'était que l'Asie elle-même s'était transformée. Narita avait été construit pour une Asie dont le Japon était la porte d'entrée. Delta desservait désormais un continent doté de multiples portes d'entrée. La Chine est passée du statut de marché périphérique à celui de l'un des plus grands systèmes aériens au monde. La Corée du Sud a fait de Seoul Incheon une plateforme de correspondance d'une hyper-efficacité. Singapour, Changi, Hong Kong, Bangkok, mais aussi Taipei ont tous mûri pour devenir de grands aéroports internationaux dotés de leurs propres transporteurs locaux solides. Les compagnies aériennes asiatiques sont devenues des concurrentes redoutables à part entière. Elles bénéficiaient d'une fidélité à la marque plus forte sur leur marché domestique, d'un trafic local plus dense et de flottes de plus en plus modernes. Elles n'avaient plus besoin des transporteurs américains pour acheminer leurs passagers. Le Japon demeurait important. Il n'était simplement plus le pont incontournable. Les droits de 5e liberté, qui avaient autrefois valu de l'or, devenaient financièrement difficiles à défendre. La plateforme tokyoïde de Delta avait été bâtie sur le droit de voler au-delà du Japon. Mais le marché n'avait plus besoin de Delta pour cela. Les transporteurs asiatiques locaux exploitaient ces mêmes routes avec une meilleure connectivité locale, des coûts plus faibles et une notoriété de marque supérieure sur leur marché domestique. Au milieu des années 2010, Delta faisait fonctionner une structure de plateforme datant de la guerre froide sur un marché asiatique du 21e siècle qui avait évolué. Le troisième problème était géographique et typiquement japonais. Tokyo possède 2 grands aéroports, Narita et Haneda. Pour les passagers en correspondance, Narita convenait parfaitement. Tout l'intérêt d'un aéroport pivot réside dans la correspondance, et non dans la ville. Mais pour les passagers dont la destination réelle était Tokyo, Haneda était nettement plus pratique. Un taxi, depuis Haneda jusqu'au centre de Tokyo, peut prendre moins de 30 minutes. Depuis Narita, le même trajet peut dépasser 1 heure. Pour les voyageurs d'affaires à fort rendement, cette différence est énorme. Narita était utile lorsque Tokyo n'était qu'un pont. Haneda est devenu plus important lorsque Tokyo est devenu la destination. Pendant des années, cela n'avait pas beaucoup d'importance, car Haneda disposait de créneaux internationaux limités, en particulier pour les transporteurs américains. Mais à partir de 2010, et de façon accélérée tout au long des années 2010, le Japon a progressivement ouvert davantage de créneaux internationaux de jour à Haneda. Chaque nouvelle série d'attributions de créneaux détournait le trafic d'affaires haut de gamme de Narita. Delta s'est retrouvé à exploiter un hub de correspondance dans le mauvais aéroport au regard de la demande locale de Tokyo. Delta n'a pas abandonné Narita du jour au lendemain. Le hub a progressivement rétréci, année après année, route après route, entre 2011 et 2018. Chaque suppression de route était justifiée individuellement. Chaque suppression affaiblissait aussi le réseau de correspondance pour tout ce qui subsistait. Le hub se dévorait lui-même. Les calculs étaient implacables. Moins de routes au-delà signifiait moins de trafic en correspondance. Moins de trafic en correspondance signifiait des vols transpacifiques plus vides. Des vols transpacifiques plus vides signifiaient moins de raisons de maintenir les portes, les salons et les bases d'équipage de Narita. En 2019, l'exploitation de Delta à Narita n'était plus que l'ombre d'elle-même. Delta n'a pas fermé un hub florissant. Elle en a fermé les vestiges. Mais il existe une raison plus profonde pour laquelle le hub de Delta à Tokyo s'est effondré, tandis qu'United et American continuaient de prospérer au Japon. Tout se résume au partenariat, et c'est là que l'histoire devient véritablement intéressante. United Airlines dispose de All Nippon Airways via Star Alliance. American Airlines dispose de Japan Airlines via Oneworld. Il ne s'agit pas de simples accords de partage de code. Ce sont de profondes co-entreprises transpacifiques avec partage des revenus, horaires coordonnés et réseau intégré. Grâce à ANA et JAL, United et American ont obtenu un accès à un énorme trafic domestique japonais et à une connectivité régionale asiatique que leurs propres appareils ne pouvaient pas offrir. Leur vol vers Tokyo ne dépendait pas uniquement du trafic en provenance des États-Unis.
Delta n'avait aucun partenaire japonais équivalent. Elle avait hérité des appareils de Northwest et des droits de Northwest. Mais elle n'avait pas de homologue de l'alliance SkyTeam au sein du Japon. Delta possédait les anciens droits. Ses concurrents possédaient les partenaires modernes. Cela a laissé le hub de Delta à Tokyo structurellement isolé. Sans trafic local, Delta devait s'appuyer entièrement sur ses propres avions pour amener les passagers à Tokyo et les répartir à travers l'Asie. Ce modèle fonctionnait en 1985. Il était devenu intenable dans les années 2010. Delta le savait. En 2015, le troisième transporteur du Japon, la compagnie à bas prix Skymark, déposa son bilan. Skymark détenait 36 créneaux d'atterrissage très convoités à Haneda. Delta y vit l'occasion de combler son déficit d'alliance. Soutenu par le principal créancier de Skymark, Intrepid Aviation, Delta proposa un plan de redressement qui lui aurait conféré une participation de près de 20% dans Skymark, un accès au créneau de Haneda et un partenaire national japonais. L'establishment aéronautique japonais n'accueillit pas favorablement cette intrusion. ANA soumit un plan de parrainage rival, fortement soutenu par les banques japonaises et discrètement béni par le secteur. Les créanciers votèrent en faveur du plan appuyé par ANA. Delta fut bloqué. Sans Skymark, Delta n'avait aucune voie vers une croissance organique à Haneda ni de partenaires japonais pour ancrer un futur hub à Tokyo. L'échec de Skymark contraignit Delta à chercher ailleurs une stratégie de correspondance asiatique. Et elle en trouva une, mais pas au Japon. La réponse de Delta a été Korean Air. En 2018, les deux transporteurs ont lancé une coentreprise transpacifique globale. Et ce seul partenariat a fondamentalement réécrit la stratégie de Delta en Asie. Pourquoi exploiter son propre hub déclinant à Narita alors que Korean Air en possède déjà un meilleur à Incheon? L'aéroport de Séoul-Incheon est largement considéré comme l'un des meilleurs aéroports de correspondance au monde. Korean Air exploitait déjà un réseau étendu à travers l'Asie. Grâce à la coentreprise, Delta pouvait acheminer ses passagers depuis les États-Unis directement vers Séoul et les faire transférer en toute fluidité sur le réseau de Korean Air. Narita, c'était Delta affrontant l'Asie en solitaire. Incheon, c'était Delta affrontant l'Asie avec un géant local. C'était plus net, plus efficace et bien mieux aligné sur l'économie moderne des alliances. Delta pouvait se concentrer sur ce qu'elle faisait bien, à savoir les vols transpacifiques au départ des États-Unis et laisser Korean Air gérer la distribution à travers l'Asie. En 5 ans, la coentreprise a fait croître le trafic de passagers en correspondance à Incheon. American a résolu le problème du Japon grâce à JAL. United a résolu le problème du Japon grâce à ANA. Delta a résolu le problème de l'Asie en laissant le Japon derrière elle. Dans le même temps, Delta reconstruisait sa porte d'entrée vers le Pacifique du côté américain de l'océan. Au début des années 2010, Delta a investi massivement pour transformer l'aéroport international de Seattle-Tacoma en une grande plaque tournante transpacifique. Le nouveau hub de Delta vers le Pacifique ne se trouvait pas de l'autre côté de l'océan. Il était à Seattle. Seattle avait du sens sur le plan géographique. La ville est plus proche de l'Asie qu'Atlanta, Détroit ou Minneapolis, ce qui permet des vols plus courts et plus économiques. Elle bénéficiait également d'une forte demande commerciale locale, en particulier de la part du secteur technologique. En acheminant les passagers nationaux via Seattle et en assurant des vols sans escale vers l'Asie, Delta pouvait reproduire la logique de correspondance qu'offrait autrefois Narita. Sauf que désormais, la correspondance se faisait aux États-Unis et non au Japon. La correspondance est passée de Tokyo à l'Amérique. Détroit, Atlanta, Minneapolis et Los Angeles jouaient tous des rôles de soutien. Chacun était un ancien bastion de Northwest ou un méga-hub de Delta disposant d'un trafic national suffisant pour soutenir un service sans escale vers l'Asie lorsqu'il était associé à des avions modernes. La logique stratégique s'était inversée. Au lieu de relier les États-Unis à Tokyo puis à l'Asie, Delta pouvait voler directement des États-Unis vers l'Asie, la correspondance se faisant du côté américain. Les derniers coups symboliques sont survenus en 2019. Lors du mois d'août de cette année-là, Delta a annoncé qu'elle mettrait fin à son service Tokyo-Singapour, puis qu'elle transférait son exploitation Tokyo-Manille pour la faire transiter par Séoul-Incheon à la place. Tokyo-Singapour, mais aussi Tokyo-Manille, furent les dernières liaisons au-delà de Tokyo.
Les ultimes exemples vivants de l'ancienne logique de plaque tournante fondée sur la 5e liberté. Lorsqu'elles ont disparu, le concept de plaque tournante a disparu avec elles. Une fois Singapour et Manille disparus, Tokyo cessa d'être une plaque tournante pour devenir une destination comme une autre. Delta pouvait toujours voler vers Tokyo. La compagnie n'avait simplement plus besoin de voler à travers Tokyo. Après l'attribution par le ministère américain des Transports de 12 nouveaux créneaux diurnes à Haneda en 2019, Delta s'est assuré la plus grande part. Cela a permis d'établir des liaisons sans escale vers Haneda depuis davantage de villes américaines. Le 29 mars 2020, Delta a officiellement regroupé tous ses vols vers Tokyo à Haneda. Le hub de Narita appartenait au passé. Le transfert vers Haneda a sauvé la pertinence de Delta à Tokyo, mais a tué le hub de Delta à Tokyo. Haneda a donné à Delta l'accès aux passagers à haut rendement de Tokyo. Il n'a pas donné à Delta la capacité de recréer une vaste banque de correspondance. Haneda est sévèrement limité en créneaux, et les créneaux durement acquis par Delta ne pouvaient soutenir qu'un service point-à-point entre les États-Unis et Tokyo. Haneda a donné à Delta le passager de Tokyo. Il n'a pas rendu à Delta l'empire de Tokyo. La plupart des compagnies aériennes américaines n'auraient pas pu abandonner Tokyo comme Delta l'a fait. United continue d'opérer de manière significative à Narita et Haneda parce que le partenariat avec ANA lui apporte un apport local japonais que Delta n'a jamais eu. American utilise toujours Tokyo comme une porte d'entrée majeure vers le Pacifique parce que JAL lui fournit la même infrastructure locale. Leurs opérations à Tokyo sont intégrées au réseau japonais d'une manière que celles de Delta ne l'ont jamais été. Le retrait de Delta n'était pas un échec d'exécution, c'était la reconnaissance que sa position structurelle spécifique, ayant hérité des droits de Northwest sans hériter d'un partenaire japonais, rendait Tokyo particulièrement intenable. Narita n'est pas devenu inutile, il est devenu moins utile pour une compagnie aérienne sans partenaire local. Le même aéroport qui était indispensable à United et American était un handicap pour Delta, une infrastructure identique, une valeur stratégique complètement différente. La consolidation de Delta en mars 2020 a coïncidé presque exactement avec l'effondrement mondial dû à la Covid-19. Ce calendrier a créé un récit trompeur selon lequel la pandémie aurait forcé la fermeture. La Covid n'a pas tué le hub de Tokyo de Delta, elle est simplement arrivée aux funérailles. La décision stratégique avait été officialisée en 2019. Les suppressions de lignes se produisaient depuis près d'une décennie. La coentreprise avec Korean Air était déjà en activité. Le repositionnement sur Seattle était déjà bien établi. La Covid n'était que le point final d'une phrase qui avait déjà été écrite. Delta n'a pas quitté Tokyo parce que Tokyo avait cessé d'avoir de l'importance. La compagnie a quitté Narita parce que Tokyo comptait différemment. Aujourd'hui, Delta exploite un réseau point-à-point rationalisé à Haneda avec des vols depuis Atlanta, Detroit, Honolulu, Minneapolis, Seattle et Los Angeles. Le hub a disparu. L'accès au marché demeure. 7 décennies plus tard, le retrait de Delta représente l'exact opposé. Non pas un compromis imposé par les circonstances, mais un choix délibéré de démanteler un empire hérité parce que le monde qui en faisait la valeur n'existait plus.